Mon père m'a traité de fardeau, alors j'ai vendu la maison qu'ils pensaient être à eux. Je m'appelle Elodie et j'ai 27 ans. La maison que ma grand-mère m'a léguée, estimée à environ 500 000 $, aurait dû être mon refuge, l'endroit où je me sentirais enfin en sécurité. Au lieu de cela, elle est devenue le théâtre de la trahison la plus brutale que j'ai jamais connue. Tout a basculé le jour où mon père a oublié de raccrocher le téléphone. Elle n'est qu'un fardeau, l'ai-je entendu dire à ma mère, sans se douter une seconde que j'étais là, à écouter chaque mot. À ce moment-là, il profitait tranquillement de vacances en Europe, payé avec mon argent, tout en élaborant dans mon dos un plan pour me prendre ma maison. C'est là que j'ai fait un choix. Lorsqu'ils sont rentrés, bronzés, souriants et chargés de souvenirs, leur clé ne fonctionnait plus. La serrure avait été changée. La maison était vide. Et le mot laissé disait simplement « Surprise ». Un fardeau a fait ça. Avant de vous expliquer comment j'en suis arrivé là, dites-moi d'où vous me regardez dans les commentaires, et pensez à liker et à vous abonner si, vous aussi, vous avez déjà dû vous défendre contre une famille qui vous considérait comme acquise. En grandissant, l'argent a toujours été un sujet délicat chez nous. Mes parents, Rémi et Diane, cumulaient les petits boulots simplement pour conserver notre modeste maison de location et mettre à manger sur la table. Mon père travaillait à l'usine, nourrissant une amertume constante face aux opportunités qu'il estimait avoir manquées. Ma mère, elle, enchaînait les postes de réceptionniste à temps partiel, essayant tant bien que mal de joindre les deux bouts. Malgré leurs difficultés financières, ils ne manquaient jamais de me rappeler que chaque dollar dépensé pour moi était un dollar qu'ils ne pouvaient pas utiliser pour eux-mêmes. Je portais ce poids sans vraiment m'en rendre compte à l'époque. Ma grand-mère Elisabeth, elle, était tout l'opposé. Là où mes parents ne voyaient que des limites, elle voyait des possibilités. Femme d'affaires avisée, elle avait bâti son propre patrimoine immobilier à partir de rien, après la mort prématurée de mon grand-père. Lors de mes visites du week-end dans sa magnifique maison coloniale, elle me répétait souvent « Elodie, ne laisse jamais personne décider à ta place de ce que tu vaux. C'est toi qui fixes la valeur. » Ces week-ends chez elle étaient ma bouffée d'air. Sa maison, vaste et chaleureuse, débordait d'antiquité, d'histoire et de bienveillance. Le jardin derrière la maison, où nous plantions des fleurs côte à côte, est rapidement devenu mon véritable sanctuaire. Contrairement à l'atmosphère tendue et pesante du foyer de mes parents, chez ma grand-mère, je respirais la liberté. Lorsque j'ai atteint l'âge de postuler à l'université, c'est encore elle qui m'a soutenu. Elle m'a aidé à monter mes dossiers de bourse et à obtenir des prêts étudiants. Mes parents, eux, considéraient les études supérieures comme de la prétention inutile. L'université, c'est pour ceux qui se croient meilleurs que les autres, répétait mon père. Ce que j'ai compris plus tard, c'est qu'il n'avait tout simplement jamais été accepté lui-même. Pendant mes études, j'ai travaillé 3 emplois en parallèle. J'ai finalement obtenu mon diplôme en commerce avant de décrocher presque immédiatement un poste dans une agence immobilière. À la remise des diplômes, ma grand-mère rayonnait de fierté, tandis que mes parents se plaignaient du stationnement. Puis est arrivé le jour qui a tout changé. Ma grand-mère Elisabeth est décédée brutalement d'une crise cardiaque alors que j'avais 25 ans. J'étais anéanti. Elle était mon pilier, mon refuge, celle qui croyait en moi sans condition. Lors de la lecture de son testament, la stupeur était générale sauf peut-être pour moi. Son avocat a annoncé qu'elle me laissait sa maison. Pas à mes parents. À moi. La propriété située au 1842 Magnolia Drive, estimée à environ 850 000 $, est léguée à ma petite-fille Elodie, qui a démontré la détermination et le sens des responsabilités nécessaires pour en comprendre la valeur, a-t-il lu à voix haute, tandis que le visage de mes parents se fermait. Le testament était clair, précis, incontestable. La maison m'appartenait entièrement, sans condition, sans copropriété. Mes parents, eux, ont reçu une somme d'argent modeste qu'ils ont rapidement dépensée dans une nouvelle voiture et divers appareils électroniques. Dès que l'acte de propriété a été officiellement transféré à mon nom, quelque chose a changé. Mes parents ont commencé à parler de la maison comme de « la maison familiale » et non plus comme celle de ma grand-mère.
ce qui n'était au départ que des remarques occasionnelles, quand est-ce qu'on refait la cuisine? C'est peu à peu transformé en un véritable projet de rénovation, entièrement décidé sans moi. Tout cela pendant que je payais absolument tout, factures, taxes foncières, réparations. Il faudrait vraiment changer ses plans de travail, commentait ma mère en passant la main sur le granit que je venais de financer. Je n'aime pas ce rose dans le salon, lançait mon père, ignorant totalement que j'avais choisi cette couleur avec soin pour s'harmoniser avec mes nouveaux meubles. Malgré mon succès grandissant dans l'immobilier et un revenu annuel confortable à 6 chiffres, mes parents continuaient de me traiter comme une adolescente qui joue à faire semblant. Chaque tentative de poser des limites se heurtait à la même réponse. Dans une famille, il n'y a pas de limite. Étrangement, cette règle ne fonctionnait que dans un seul sens. Après presque 3 ans de cette situation, ils ont annoncé leur projet de vacances, 3 mois en Europe, un rêve de toujours. Ce qu'ils ont omis de préciser, c'était comment ils comptaient financer ce voyage. On pourrait utiliser la valeur nette de la maison, a lâché mon père négligemment un dimanche soir. Tu veux dire, ma maison, ai-je demandé en essayant de garder mon calme. Ne sois pas égoïste, Élodie, a répliqué ma mère. C'est la maison familiale. Ta grand-mère aurait voulu qu'on en profite tous. J'ai refusé catégoriquement de contracter un prêt sur la maison. Mais j'ai commis l'erreur de proposer de les aider pour certaines dépenses, consciente qu'ils n'avaient pas les moyens autrement. Avant même de m'en rendre compte, je finançais quasiment tout, les vols, les hébergements, l'argent de poche. Et malgré cela, ils trouvaient encore à redire. Les hôtels n'étaient jamais assez bien situés, les prestations jamais suffisantes. La veille de leur départ pour leur grand tour européen, j'ai entendu ma mère parler au téléphone avec sa sœur. Bien sûr qu'elle paie, c'est la moindre des choses, vu qu'on la laisse garder la maison. Me laisser garder ma propre maison. Celle que ma grand-mère m'avait laissée volontairement, noir sur blanc. J'aurais dû voir le signal d'alarme. Mais à ce moment-là, je cherchais encore désespérément leur approbation. Si seulement j'avais su ce qui allait suivre, j'aurais changé les serrures bien avant qu'ils ne montent dans cet avion pour Paris. C'était un mardi après-midi de juin, un jour en apparence banal, lorsque tout a définitivement basculé. À ce moment-là, mes parents étaient en Europe depuis environ 6 semaines. D'après leurs publications sur les réseaux sociaux, ils savouraient pleinement Paris. De mon côté, je venais de rentrer à la maison après une matinée entière passée à faire visiter des biens. En entrant dans la cuisine, je me suis souvenu que l'évier fuyait légèrement depuis leur départ. Comme leur retour n'était prévu que plusieurs semaines plus tard, j'ai décidé de m'en occuper moi-même. Pour cela, j'avais besoin d'une information précise. Mon père avait installé le robinet l'année précédente, l'une des rares réparations qu'il avait réellement terminées seul. Il devait forcément avoir conservé les papiers de garantie quelque part. J'ai donc composé son numéro international et attendu, à travers une série de clics et de tonalités, que la connexion se fasse. Allô? La voix de mon père me parvint avec un léger décalage, lointaine. Salut papa. J'ai une petite question concernant la garantie du robinet de la cuisine. Tu te souviens où tu as rangé les documents? Il commence à fuir. Il a poussé un long soupir, clairement agacé. C'est dans le classeur du bureau, 2e tiroir. Pourquoi ça ne peut pas attendre notre retour? Parce que l'eau est en train d'abîmer le meuble sous l'évier, ai-je répondu, en faisant de mon mieux pour ne pas laisser transparaître mon irritation. Je veux juste vérifier si la réparation est couverte. Bon, a-t-il marmonné. Ta mère et moi, on est sur le point d'aller dîner. Un bel endroit près de la tour Eiffel. Ça a l'air sympa. Comment est Paris? Ai-je demandé, par politesse plus que par réel intérêt. Cher, a-t-il répondu sèchement. Écoute, je dois te laisser. On se reparle plus tard. D'accord. Merci pour l'info. Profitez bien de votre dîner. J'ai entendu des frottements, puis ce qui ressemblait au bruit d'un téléphone glissé dans une poche. Il n'avait pas raccroché. J'étais sur le point de mettre fin à l'appel de mon côté lorsque j'ai entendu sa voix à nouveau,
étouffé mais parfaitement reconnaissable. C'était qui? A demandé ma mère. Juste Élodie, encore en train de se plaindre d'un truc dans la maison. Sa voix est devenue plus nette, comme s'il avait sorti le téléphone de sa poche sans se rendre compte que la communication était toujours active. Qu'est-ce qu'elle veut encore? A répliqué ma mère, visiblement irritée. Un problème avec l'évier de la cuisine. Je te jure, tout ce qu'elle sait faire, c'est trouver des défauts dans cette maison. J'aurais dû raccrocher. Je savais que j'aurais dû mettre fin à l'appel immédiatement. Pourtant, mon doigt est resté suspendu au-dessus de l'écran, incapable de bouger. Franchement, je ne comprendrai jamais pourquoi ta mère lui a laissé cette maison, a poursuivi ma mère. Nous sommes ses parents. Elle aurait dû nous revenir. De toute façon, quand on rentrera, il faudra avoir une discussion sérieuse sur notre retraite, a répondu mon père. Élodie doit comprendre que cette maison, c'est notre sécurité pour l'avenir. Mon estomac s'est noué. Il préparait quelque chose. Elle a toujours été un fardeau, a continué mon père, sa voix froide et tranchante. Toutes ces années à payer pour elle, ses études, tout. Et maintenant, cette propriété de grande valeur lui tombe dans les mains, comme ça. Elle croit qu'elle la mérite. Qu'est-ce qu'elle a fait pour ça? Le mot m'a frappé de plein fouet. Un fardeau. Elle a toujours été égoïste, a approuvé ma mère. Mais surtout, elle est facilement manipulable. Regarde comme elle a accepté rapidement de payer la majorité de ce voyage. Il a juste fallu lui rappeler 2 ou 3 fois son devoir familial. Ils ont ri ensemble. Ce rire familier, que j'avais entendu toute ma vie, me paraissait soudainement glaçant. Il suffit de continuer à appuyer là où ça fait mal, a repris mon père. À la fin, elle signera la maison à notre nom, ou au minimum, elle nous ajoutera à l'acte. Sa faiblesse, c'est qu'elle veut encore notre approbation. Je n'arrivais plus à respirer. Ma main tremblait si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Avec l'autre, j'ai maladroitement lancé un enregistrement, consciente que ce que j'entendais allait me hanter. Et si elle refuse? A demandé ma mère. Elle ne refusera pas, a répondu mon père avec assurance. Élodie a toujours eu désespérément besoin de nous plaire. On la fera culpabiliser, on lui rappellera tout ce qu'on a sacrifié pour elle. Et si ça ne suffit pas, on parlera maison de retraite, frais médicaux. Fais-moi confiance. D'ici l'année prochaine, cette maison sera à notre nom. Et au pire, a ajouté ma mère, on y vit déjà. La possession, c'est 9/10 de la loi. Elle n'expulsera jamais ses propres parents. Ils ont éclaté de rire une nouvelle fois. Tant qu'on y est, a poursuivi mon père, quand on rentrera, il faudra qu'on prenne la chambre principale. C'est ridicule qu'elle est la plus grande alors qu'elle n'est presque jamais là à cause de son travail. Excellente idée, a répondu ma mère. Et on devrait aussi lui parler de ce projet de résidence secondaire. C'est un gaspillage d'argent. Si elle a de l'argent en trop, elle devrait nous aider davantage. Exactement. Pourquoi est-ce qu'on devrait galérer pendant qu'elle se construit un empire immobilier? Elle nous doit tout. La conversation a continué pendant qu'il marchait visiblement vers le restaurant, détaillant sans retenue toutes les façons possibles de me manipuler pour obtenir plus d'argent, plus de contrôle, et toujours plus de place dans ma vie. Je suis resté figé sur ma chaise, incapable de bouger, les larmes coulant silencieusement sur mes joues tandis que toutes les illusions que j'avais entretenues sur ma famille s'effondraient une à une. Au bout d'une quinzaine de minutes, la connexion a finalement été coupée. Le silence est retombé, lourd et écrasant. Je tenais toujours mon téléphone dans la main. Cette maison pour laquelle je m'étais battu. Cette maison que ma grand-mère m'avait confiée avec amour. Cette maison que j'avais ouverte à mes parents par attachement et par devoir. Pour eux, elle n'était qu'un dû. Et moi, je n'étais rien de plus qu'un fardeau, un outil, un moyen d'arriver à leur fin. À cet instant précis, quelque chose s'est brisé en moi. Quelque chose s'est bel et bien brisé en moi ce jour-là.
Mais presque aussitôt, autre chose a pris sa place. Quelque chose de plus dur, plus froid, et surtout beaucoup plus déterminé. Je me suis mise à observer la maison autour de moi, celle que j'avais partagée avec mes parents, et pour la première fois, j'ai vu clairement toutes les petites façons dont ils s'étaient appropriés les lieux au fil du temps. Le fauteuil inclinable de mon père trônait à l'emplacement le plus stratégique du salon. Les assiettes décoratives de ma mère avaient remplacé mes tableaux. Quant à mes affaires personnelles, elles avaient été peu à peu reléguées dans mon coin, comme si je n'étais qu'une invitée dans ce qui était pourtant censé être ma propre maison. J'ai essuyé mes larmes, pris une profonde inspiration, et j'ai arrêté de réfléchir. J'ai décidé. S'ils me considéraient comme un fardeau, alors peut-être était-il temps d'alléger définitivement ce poids de leurs épaules. Le lendemain, j'ai appelé mon travail pour me mettre en arrêt maladie pour les 3 jours suivants. Je savais que je ne serais pas capable d'affronter des clients ou des collègues avec la tempête émotionnelle qui me ravageait de l'intérieur. Chaque fois que je repensais à cette conversation et je la repassais en boucle, je passais d'un chagrin écrasant à une colère glaciale. Comment des personnes censées m'aimer sans condition pouvaient-elles me voir comme une simple ressource à exploiter? Une fois le choc passé, mon esprit d'agent immobilier a repris le dessus. J'avais besoin de faits, d'options concrètes et surtout d'un plan solide. Pas de décision prise sous le coup de l'émotion. Ma grand-mère n'avait jamais bâti son succès en agissant dans la précipitation, et je comptais bien suivre son exemple. Mon premier appel a été pour Camille, une avocate spécialisée en droit de la famille avec laquelle j'avais déjà travaillé sur plusieurs transactions immobilières. Je lui ai exposé la situation de façon factuelle, sans rien dramatiser. La maison est entièrement à mon nom, ai-je conclu. Mais mes parents y vivent depuis presque 4 ans. Est-ce qu'ils peuvent avoir un quelconque droit légal dessus? Camille a été directe, précise, exactement ce dont j'avais besoin. D'après ce que vous me décrivez? Absolument pas. Aucune notion de propriété commune ne s'applique ici. Vous avez conservé la pleine propriété, réglé toutes les charges et, surtout, vous disposez d'un titre parfaitement clair. Le fait que vous ayez autorisé vos parents à vivre dans la maison ne leur confère aucun droit de propriété. Et le fait qu'ils soient mes parents? Ça change quelque chose juridiquement? Non, m'a-t-elle assuré. Vous êtes adulte et vous n'avez aucune obligation légale de les héberger. Vous êtes libre de vendre, louer ou disposer de ce bien comme bon vous semble. J'ai senti un premier poids se lever. Au moins sur le plan légal, j'étais sur un terrain solide. Et pour leurs affaires personnelles? Ai-je demandé. C'est un peu plus délicat, a reconnu Camille. Vous devrez leur donner un préavis raisonnable et la possibilité de récupérer leurs effets. Je vous conseille de tout documenter et, si nécessaire, de placer leurs biens dans un espace de stockage accessible. J'ai pris des notes détaillées, puis je les remerciai. Mon esprit était déjà tourné vers l'étape suivante. Peu après, j'ai contacté Laurent, un collègue et l'un des agents les plus performants de notre agence, spécialisé dans les ventes rapides et discrètes, notamment pour les divorces et les liquidations de succession. Nous nous sommes retrouvés autour d'un café le lendemain matin. J'ai besoin de vendre ma maison rapidement, discrètement, et au prix le plus proche possible du marché, lui ai-je dit sans détour. Laurent a haussé un sourcil. Tu fuis la loi, Élodie? Sa tentative de plaisanterie est tombée à plat face à mon expression fermée. Situation familiale, ai-je simplement répondu. J'ai besoin d'une discrétion totale. Pas d'annonce publique, pas de panneau devant la maison, pas de visite libre. Et il faut que ce soit réglé sous 6 semaines. Il a sifflé doucement. C'est très serré, même avec ce marché. Pour ce genre de délai, il faudra sûrement accepter une baisse sur le prix. Je le sais. De quel ordre parle-t-on? Nous avons fait les calculs ensemble. Depuis mon héritage, la maison avait pris beaucoup de valeur. Son estimation actuelle tournait autour de 980 000 $. Pour une vente accélérée et hors marché, je devais probablement me rapprocher des 900 000. Ça me va, ai-je répondu après un rapide calcul mental. Quand peux-tu commencer les visites?
J'ai déjà quelques acheteurs préqualifiés qui cherchent exactement ce type de bien dans ce quartier. Je peux organiser des visites privées dès la semaine prochaine. Parfait. Et j'ai besoin que la maison soit vide pour ça. L'après-midi même, j'ai commencé à établir un inventaire extrêmement détaillé de tout ce qui se trouvait dans la maison. J'ai tout classé méthodiquement, les objets que j'avais achetés, ceux que ma grand-mère m'avait légués, ceux que mes parents avaient apportés en emménageant, et une dernière catégorie plus délicate, les biens à la propriété incertaine. Sur ce point, j'ai été impitoyablement honnête. Si je ne pouvais pas prouver sans l'ombre d'un doute qu'un objet m'appartenait, je le plaçais dans la colonne « Parents ». Je refusais toute zone grise, qu'elle soit juridique ou morale. Ensuite est venue la partie logistique. Il me fallait un logement temporaire, des déménageurs pour mes affaires, un espace de stockage pour celles de mes parents, de nouveaux comptes bancaires dans des établissements qu'ils ne connaissaient pas, un nouveau numéro de téléphone, une nouvelle adresse e-mail, et surtout un plan pour disparaître proprement de leur radar. J'ai trouvé une location meublée de courte durée dans une ville située à environ 2 heures de route. J'ai ouvert de nouveaux comptes dans une banque que mes parents n'avaient jamais utilisée. J'ai acheté un téléphone neuf avec un nouveau numéro. J'ai créé une adresse e-mail impossible à deviner. Puis j'ai rassemblé tous mes documents essentiels, acte de naissance, carte de sécurité sociale, passeport, contrat d'assurance, compte d'investissement, et surtout l'acte de propriété de la maison ainsi que le testament de ma grand-mère. Je les ai placés dans un coffre-fort, dans ma nouvelle banque. À plusieurs reprises, en avançant dans cette liste, j'ai hésité. Est-ce que je n'allais pas trop loin? Est-ce que je réagissais de façon excessive? Alors je relançais l'enregistrement. J'entendais à nouveau la voix de mon père, froide et méprisante. Elle a été un fardeau depuis le début. Et à chaque fois, ma détermination se renforçait un peu plus. Un après-midi, alors que je triais une vieille boîte de papier appartenant à ma grand-mère que j'avais conservée, je suis tombé sur une lettre. Elle m'était adressée. Une lettre qu'elle avait écrite, mais manifestement jamais envoyée. Elle était datée d'à peine un mois avant sa mort. Ma très chère Élodie, commençait-elle. Je veux que tu comprennes pourquoi j'ai pris certaines décisions concernant ma succession. Tes parents ont toujours attendu que les choses leur soient dues. Lorsqu'ils avaient besoin d'argent pour leur projet ou leur combine, ils venaient me voir. Au fil des années, je les ai regardés gaspiller chaque opportunité, sans jamais apprendre ni évoluer. En lisant ces lignes, mon cœur s'est serré. Mais toi, ma douce fille, tu as toujours travaillé pour ce que tu as. Tu connais la valeur de l'argent, mais surtout celle de l'effort. Je te laisse ma maison parce que je sais que tu la respecteras, que tu en prendras soin, et que tu l'utiliseras comme une base solide pour bâtir ton propre avenir, pas comme une béquille pour éviter les responsabilités. Ne doute jamais que tu mérites chaque bonne chose qui t'arrive. Je suis immensément fier de la femme que tu es devenue. Les larmes ont coulé librement sur mes joues pendant que je lisais et relisais ces mots. C'était comme si, d'une manière presque surnaturelle, elle avait anticipé ce qui allait se produire et me tendait la main à travers le temps pour renforcer ma détermination. Le lendemain, j'ai contacté une entreprise de déménagement et fixé une date pour la semaine suivante. J'ai également loué un espace de stockage au nom de mes parents, payé 6 mois à l'avance, et organisé l'envoi des informations par courrier à leur attention. Chaque soir, je mettais à jour mon document de planification, rayant les tâches accomplies et ajoutant de nouveaux détails au fur et à mesure. En journée, je fonctionnais avec une efficacité presque mécanique. Mais la nuit, seul dans ce qui avait autrefois été mon refuge, je craquais souvent. Un soir, en emballant des photos de famille, je suis tombé sur un cliché de moi enfant, assise sur les épaules de mon père lors d'une fête foraine. Nous sourions tous les deux. Mes petites mains agrippaient son front, et ses bras maintenaient mes jambes en sécurité. Je me souvenais parfaitement de cette journée, la barbe à papa qu'il m'avait achetée, la peluche qu'il avait gagnée en faisant tomber des bouteilles de lait. Pendant un instant, j'ai failli tout arrêter. Puis une phrase a résonné dans ma tête, froide et implacable. Elle a été un fardeau depuis le début. La photo a fini dans la boîte étiquetée « Affaire des parents ».
À la fin de la 3e semaine, Laurent avait déjà fait visiter la maison à plusieurs acheteurs sérieux. 2 offres étaient arrivées, toutes les deux inférieures aux prix affichés, mais parfaitement dans la fourchette que nous avions envisagée. J'ai accepté la plus élevée, 900 000 $, proposée par un cadre dirigeant récemment muté dans la région, capable de conclure rapidement. Tout s'alignait. La vente serait finalisée dans un peu plus de 2 semaines. Mes parents rentreraient d'Europe 3 jours plus tard. Le timing était parfait. Le matin de la signature finale, je me suis réveillé avec un calme étrange. Au cours des semaines précédentes, j'avais traversé le chagrin, la colère, le doute et la résolution. Ce jour-là, je me sentais simplement concentré. Je me suis habillé avec soin, enfilant un tailleur bleu vif. Professionnel. Assuré. Une véritable armure pour l'un des jours les plus importants de ma vie. La clôture était prévue à 10 heures. J'arrivais en avance, un dossier fin sous le bras contenant les derniers documents nécessaires. Laurent était déjà sur place, en pleine discussion avec l'agent de titre. Il m'a adressé un sourire encourageant. « Prête ?» m'a-t-il demandé calmement. J'ai hoché la tête. Plus que prête. Les acheteurs sont arrivés pile à l'heure, Richard, le dirigeant, et sa femme Catherine. Ils semblaient enthousiastes, charmés par la maison et le quartier. Dans d'autres circonstances, j'aurais raconté l'histoire du magnolia planté par ma grand-mère ou la lumière du matin dans la cuisine. Ce jour-là, je voulais simplement aller au bout. La procédure fut étonnamment banale. Signature ici. Paraphe là. Encore une signature. À chaque trait de stylo, je rompais un lien tout en consolidant ma liberté. Lorsque l'agent de titre a finalement fait glisser le chèque sur la table 900 000 $, moins le solde restant et les frais de clôture, je n'ai ressenti ni joie ni tristesse. Seulement un immense soulagement. Félicitations, a-t-il dit en serrant les mains autour de la table. Bonne continuation à tous. Sur le parking, Laurent m'a rejointe. Ça va ? M'a-t-il demandé, sincèrement préoccupé. Oui, ai-je répondu avec un léger sourire. Merci pour tout, Laurent. Je n'aurais jamais pu faire ça sans toi. Ravi d'avoir pu aider, dit-il. Même si je reste curieux de connaître toute l'histoire. Peut-être un jour, ai-je répondu. Mais là, j'ai des déménageurs à retrouver. Le camion est arrivé exactement à midi. J'avais déjà emballé la majorité de mes affaires, clairement étiquetées et soigneusement séparées de celles de mes parents. Je supervisais pendant que mes cartons et valises étaient chargés à destination de mon logement temporaire. Les affaires de mes parents ont été manipulées avec le même soin, mais dirigées ailleurs. Tout a été photographié, inventorié, puis placé dans un second camion à destination de l'espace de stockage loué en leur nom. Les codes d'accès et les informations de paiement avaient déjà été envoyés par courrier à leur hôtel en Europe. Pendant que les déménageurs travaillaient, j'ai fait un dernier tour de la maison, ouvrant placards et tiroirs pour m'assurer que rien n'avait été oublié. Dans la chambre de mes parents, j'ai découvert une petite boîte dissimulée au fond du placard. La curiosité a pris le dessus. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvaient des lettres. Des dizaines de lettres, écrites par ma grand-mère à mes parents au fil des années. Je savais que je n'aurais pas dû les lire, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Elles décrivaient des années de demande d'argent, de manipulation à peine voilée, et la désillusion progressive de ma grand-mère envers son fils et sa belle-fille. L'une d'elles commençait ainsi. « Rémi, c'est la dernière fois que je vous apporte une aide financière sans un plan de remboursement clair ?» Et soudain, tout prenait un sens encore plus douloureux et plus limpide à la fois. Vos demandes constantes mettent notre relation à rude épreuve, et je m'inquiète profondément de l'exemple que vous donnez à Élodie. Une autre lettre, datée d'à peine un an avant sa mort, allait encore plus loin. Je suis très préoccupé par votre conviction que ma maison vous reviendra un jour. J'ai travaillé dur pour tout ce que je possède et j'ai l'intention de transmettre mes biens à ceux qui les respecteront et sauront les préserver. Je vous encourage à commencer à planifier votre retraite sans inclure ma propriété dans vos projets.
J'ai replacé soigneusement toutes les lettres dans la boîte avant de l'ajouter aux affaires destinées à l'entreposage. Mais en refermant le couvercle, je ressentais quelque chose de nouveau, une connexion encore plus forte avec ma grand-mère et avec le choix qu'elle avait fait. Elle avait vu clair dans le jeu de mes parents bien avant moi. En fin d'après-midi, les 2 camions étaient partis. Je me suis retrouvé seul dans la maison désormais vide. Les planchers de bois franc ne résonnaient plus sous les pas. Il n'y avait plus de meubles, plus de photos, plus aucune trace tangible de la vie qui avait occupé ces murs. Ce n'était plus qu'une structure à nouveau belle, précieuse mais qui n'était déjà plus la mienne. Je suis passé une dernière fois dans chaque pièce. La cuisine où je faisais des biscuits avec ma grand-mère. Le jardin où elle m'avait appris le nom des fleurs et comment prendre soin de ce qui pousse. J'espère que tu comprends, ai-je murmuré, sans vraiment savoir si je parlais à elle ou à la maison elle-même. Avant de partir, j'ai déposé la note que j'avais écrite sur le plan de travail en granit de la cuisine, là où elle serait impossible à ignorer. Surprise. Un fardeau a fait ça. J'ai jeté un dernier regard autour de moi, puis je suis sorti par la porte d'entrée, que j'ai verrouillée derrière moi. J'ai glissé les clés dans la fente de la boîte aux lettres, rejoint ma voiture et je suis parti sans me retourner. En m'engageant sur l'autoroute qui menait à mon logement temporaire, j'ai ressenti quelque chose que je ne connaissais presque pas, la liberté. Pour la première fois de ma vie, je prenais une décision uniquement pour moi, sans le poids de l'obligation familiale ni cette quête désespérée d'approbation. Le fardeau avait été levé. Pas de leurs épaules. Des miennes. Mon appartement temporaire n'avait rien d'exceptionnel. Un 2 pièces meublé dans un complexe moderne, avec des équipements que je n'utiliserais probablement jamais. Mais il était à moi. Sans passé. Sans attente. Et surtout, personne ne me faisait sentir que je ne méritais pas d'y être. Les premiers jours se sont écoulés dans un flou de tâches pratiques. J'ai déballé l'essentiel, configuré mon nouvel ordinateur portable avec des mesures de sécurité renforcées, puis contacté mon bureau pour les informer que je prenais plusieurs semaines de congé immédiat. Je n'ai donné aucun détail. J'avais simplement besoin de temps. À la fin de la première semaine, une routine s'était installée. Café du matin sur le petit balcon donnant sur un étang artificiel. Après-midi passé à chercher des endroits où m'installer définitivement. Soirée faite de plats à emporter et de télévision sans intérêt, juste pour apaiser mon esprit. Je consultais mon ancien email et ma messagerie vocale une seule fois par jour. Je ne répondais jamais. À ce stade, il n'y avait encore aucun message de mes parents. Ils profitaient toujours de la fin de leur séjour en Europe, totalement inconscients que leur réalité allait bientôt basculer. Un jour, mon téléphone a vibré à cause d'un message provenant d'un numéro inconnu. Mon cœur a bondi, avant que je réalise qu'il ne s'agissait que d'une notification de livraison. Cette réaction m'a fait prendre conscience de l'état de tension permanente dans lequel je vivais, attendant l'explosion inévitable à leur retour. Pour me changer les idées, j'ai appelé Megan, une amie de l'université avec qui j'avais perdu contact, en grande partie parce que mes parents n'avaient jamais approuvé son mode de vie qui consistait surtout à sortir, voyager et profiter de concerts. « Élodie ? C'est vraiment toi ?» s'est-elle exclamée. « Ça fait quoi, 3 ans ?» À peu près, ai-je admis. J'ai été occupé. Laisse-moi deviner, encore en train d'essayer de plaire à des parents impossibles à satisfaire ? Sa franchise m'a fait rire, pour la première fois depuis des semaines. Justement, ai-je répondu. J'ai enfin arrêté d'essayer. Nous nous sommes retrouvés pour dîner ce soir-là dans un restaurant à mi-chemin entre nos 2 villes. Autour de pâtes et de vin, je lui ai raconté toute l'histoire, l'héritage, la conversation surprise, la vente de la maison, ma disparition organisée. Putain, Élodie, a-t-elle lâché quand j'ai terminé. C'est à la fois la chose la plus horrible et la plus badass que j'ai jamais entendue. Je ne suis même pas sûr d'avoir fait le bon choix, ai-je avoué. Tu plaisantes ? Il prévoyait de te manipuler pour te prendre une maison que ta grand-mère t'a laissée en toute conscience.
Ils t'ont traité de fardeau pendant qu'ils vivaient chez toi sans payer et que tu finançais leurs vacances. Franchement, tu as été bien trop gentil avec l'histoire de l'unité de stockage. Ces mots ont desserré quelque chose de tendu dans ma poitrine. Peut-être que je n'avais pas exagéré. Peut-être que cette réaction était simplement proportionnelle à des années de manipulation. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec une thérapeute. Le docteur Sarah Chloé, spécialisée dans les traumatismes familiaux, avait une disponibilité la semaine suivante. Il était temps de traiter non seulement la trahison récente, mais toute une vie d'amour conditionnel qui l'avait précédée. 10 jours après la vente de la maison, mon ancien téléphone s'est mis à exploser de notifications, messages, textos, messages vocaux, emails. Tous venaient de mes parents. Ils étaient rentrés d'Europe et venaient de découvrir la vérité. Le premier message vocal venait de mon père. « Élodie, qu'est-ce que c'est que ce bazar ? On vient de rentrer et la clé ne fonctionne pas, rappelle-nous immédiatement. » Son ton était plus agacé qu'inquiet. 1 heure plus tard, un autre message. « Élodie Marie, ce n'est pas drôle. Où es-tu ? Pourquoi la maison est-elle vide ? Appelle-nous. Maintenant. » Cette fois, la colère était évidente. Puis un message de ma mère. « Élodie, chérie, on est très inquiet pour toi. S'il te plaît, rappelle-nous dès que tu reçois ce message. » Et ce n'était que le début. On veut juste savoir que tu vas bien. La voix de ma mère dégoulinait de cette inquiétude factice qu'elle avait perfectionnée au fil des années. Les textos ont suivi la même trajectoire prévisible, d'abord la confusion, puis les exigences, ensuite les menaces à peine voilées, avant de revenir à une fausse sollicitude. Le dernier message vocal est arrivé peu avant minuit. « On a trouvé ta note. Je ne sais pas ce que tu crois avoir entendu, mais tu as fait une énorme erreur. Cette maison est aussi la nôtre. Tu n'avais aucun droit de la vendre. On consulte un avocat dès demain matin. Cette fois, tu es allé trop loin, Élodie. J'ai tout sauvegardé. Chaque message, chaque vocal, chaque email. Je n'ai répondu à aucun. Qu'il consulte qui il voulait, la maison était légalement à moi, et j'avais parfaitement le droit d'en disposer. » Fidèles à leurs habitudes, ils ont décidé de passer à l'étape suivante. Le lendemain matin, ils se sont présentés à mon agence immobilière et ont provoqué exactement la scène que j'avais anticipée. Ma collègue Jamie m'a envoyé un message. « Tes parents sont ici en train de faire un scandale. Le patron leur a dit que tu étais en vacances et leur a montré la sortie quand ils ont refusé de partir. Tout va bien ? » J'ai répondu calmement. « Drame familial. Je t'expliquerai à mon retour. Merci de m'avoir prévenu. » Un peu plus tard dans la journée, mon responsable m'a appelé directement. « Élodie, je ne sais pas ce qui se passe avec ta famille, mais ils ont formulé des accusations assez graves aujourd'hui. Ils prétendent que tu aurais vendu leur maison illégalement. » J'ai pris une profonde inspiration. Ce n'était pas leur maison. C'était la mienne, héritée de ma grand-mère. Je les ai autorisés à y vivre, mais j'ai découvert récemment qu'ils prévoyaient de me manipuler pour me la faire céder. J'ai donc vendu mon bien, ce qui était parfaitement légal. Je suis désolé qu'ils aient apporté tout ce chaos au bureau. Il y a eu un silence avant sa réponse. Je comprends. Dans ce cas, ils sont désormais interdits d'accès aux locaux. Prends le temps dont tu as besoin, et dis-nous si on peut faire quoi que ce soit pour t'aider. Son soutien a levé un autre poids de mes épaules. J'avais craint des répercussions professionnelles, mais je réalisais que j'étais bien plus entouré que je ne l'imaginais. Les jours suivants, mes parents ont tenté absolument tous les moyens pour entrer en contact avec moi. Ils ont sollicité des connaissances communes, des cousins éloignés, même l'association des anciens élèves de mon université. Chaque nouvelle tentative ne faisait que renforcer la certitude que couper les ponts était la bonne décision. 2 semaines après leur retour, ils ont fini par obtenir ma nouvelle adresse email sans doute par l'intermédiaire d'un ancien voisin bien intentionné mais naïf. Ils m'ont envoyé un long message exposant leur version des faits. Selon eux,
j'avais mal interprété une conversation privée, réagi de façon excessivement dramatique et trahi ma famille de la manière la plus cruelle possible. Il se disait prêt à me pardonner, à condition que je répare mon erreur en utilisant le produit de la vente pour acheter une nouvelle maison où nous pourrions tous vivre ensemble. L'audace était presque admirable. Même à ce stade, il tentait encore de me manipuler. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai transmis leur email à Camille, mon avocate. Elle m'a confirmé, une fois de plus, que j'avais agi strictement dans le cadre de la loi et m'a conseillé de maintenir une distance totale. Au fil des semaines, j'ai commencé à reconstruire ma vie. Je suis retourné travailler, me suis replongé dans mon activité immobilière et ai poursuivi mes séances de thérapie hebdomadaires. J'ai fini par trouver un joli condo à acheter dans ma nouvelle ville. Plus petit que la maison de ma grand-mère, certes, mais entièrement mien, dans tous les sens du terme. Un soir, en rangeant des livres sur mes nouvelles étagères, je suis tombé sur un vieil album photo que je n'avais pas ouvert depuis des années. À l'intérieur, des clichés de vacances, de fêtes de famille, d'anniversaires. Des moments qui avaient autrefois semblé heureux, mais qui me paraissaient désormais creux, sachant ce qui se cachait derrière les sourires figés. J'ai refermé l'album et l'ai rangé dans un placard. Peut-être qu'un jour je serai prête à revisiter ces souvenirs. Pas encore. Pour l'instant, je voulais créer des moments nouveaux, libérés de la manipulation et de l'amour conditionnel. Le fardeau que j'avais porté toute ma vie, ce besoin désespéré d'obtenir l'approbation de mes parents, s'était enfin envolé. Et je me sentais plus légère que jamais. J'ai réussi à éviter mes parents pendant près de 3 mois. J'ai modifié mes habitudes, changé de magasin, et je suis devenue hyper vigilante à mon environnement. Je savais pourtant qu'une confrontation finirait par arriver. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était la manière dont elle se présenterait. Un mardi après-midi, mon ancienne voisine, Rachel, m'a appelé. « Élodie, je pensais que tu devais être au courant. Tes parents sont de retour à la maison. » Mon cœur s'est emballé. « Comment ça, à la maison ? Ce n'est plus chez eux. »« Je le sais, » a-t-elle répondu. « Mais ils sont garés devant, assis dans leur voiture, à la fixer. Les nouveaux propriétaires sont en déplacement professionnel, donc ils ne s'en rendent probablement pas encore compte. Je voulais juste te prévenir. » Je l'ai remercié, puis j'ai immédiatement appelé Richard, le nouveau propriétaire, pour l'avertir. Il était inquiet mais reconnaissant, et m'a assuré qu'il contacterait sa société de sécurité. Plus tard dans la soirée, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. « Élodie. » C'était la voix de mon père, tendue par une colère maîtrisée. « Nous devons nous voir demain. Le café sur Apple Street, à 10h. Si tu ne viens pas, on réglera ça autrement. Cette fois, on ne partira pas discrètement. » Avant que je puisse répondre, il a raccroché. J'ai appelé Camille immédiatement. « Il me menace de faire un scandale si je ne les rencontre pas. Tu n'as aucune obligation de les voir, » m'a-t-elle rappelé calmement. On peut demander une ordonnance restrictive sur la base de ces menaces. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai finalement décidé de ne pas aller dans ce sens. Non. J'ai réalisé que j'avais besoin de les affronter, mais à mes conditions, pas aux leurs. Le lendemain matin, je suis arrivé au Daily Grain, un café très fréquenté du centre-ville, exactement à 10h15. Suffisamment en retard pour marquer le terrain, mais pas au point qu'ils aient le temps de partir. J'avais choisi cet endroit délibérément, un lieu public, toujours animé, dont le propriétaire était l'un de mes clients et qui n'hésiterait pas à intervenir si la situation dégénérait. Je les ai repérés immédiatement, installés dans un coin. Ma mère avait le visage tiré, ses cheveux habituellement impeccables semblaient négligés. Mon père, lui, affichait cette mâchoire crispée que je connaissais trop bien, le signe avant-coureur des moments dangereux. Je me suis approché calmement, vêtu de mon ensemble le plus professionnel, une armure de plus. Rémi. Diane. J'ai volontairement utilisé leurs prénoms, laissant de côté les « maman » et « papa ».
Ma mère a sursauté. Le visage de mon père s'est encore assombri. Assieds-toi, a-t-il ordonné. Je ne suis pas venu pour recevoir des ordres, ai-je répondu d'un ton égal. J'ai accepté de vous voir parce que je pensais qu'il était temps de mettre les choses au clair. Mais cette conversation se fera sur un pied d'égalité, ou pas du tout. Je me suis assise en face d'eux et j'ai posé mon téléphone bien en évidence sur la table. C'est vraiment nécessaire ? A demandé ma mère en désignant l'appareil. Vu notre historique, oui. J'enregistre désormais toutes les réunions importantes. Nous sommes tes parents, pas des clients. A claqué mon père. Pourtant, vous avez menacé mon lieu de travail si je ne me pliais pas à vos exigences. Ça ressemble davantage à du chantage qu'à de la parentalité. Ma franchise les a pris de court. Ils n'étaient pas habitués à me voir tenir tête. D'ordinaire, je cédais. Je cherchais l'apaisement, coûte que coûte. Ce que tu as fait est impardonnable, a fini par dire mon père. Tu nous as volé notre maison. Ce n'a jamais été votre maison, ai-je répliqué. C'était la mienne, et je vous ai généreusement permis d'y vivre. Une générosité que vous avez visiblement perçue comme un fardeau. Les yeux de ma mère se sont écarquillés. De quoi parles-tu ? Sans répondre, j'ai appuyé sur lecture. Leurs propres voix ont rempli l'espace entre nous. Elle a été un fardeau depuis le début. Toutes ses dépenses, l'université, tout. Et maintenant, cette maison lui tombe dans les mains. Elle pense vraiment qu'elle la mérite ? Qu'est-ce qu'elle a jamais fait ? J'ai arrêté l'enregistrement. Ma mère était livide. Mon père, rouge de colère. Tu nous as enregistrés en privé ? C'est illégal. A-t-il balbutié. Non. Enregistrer une conversation à laquelle on participe est légal. Et vous m'avez appelé avant d'oublier de raccrocher. Mais ce n'est pas le cœur du problème. Ce qui compte, c'est que j'ai enfin entendu ce que vous pensiez réellement de moi. Tu as mal compris, s'est empressé d'ajouter ma mère. Nous étions fatigués, stressés par l'argent. Pendant des vacances européennes hors de prix que j'ai payées, les jeux interrompus. Ne m'insulte pas davantage en continuant à mentir. Alors tu as vendu la maison pour te venger, a exigé mon père. Tu nous as laissés sans toi. J'ai vendu ma maison parce que j'ai compris qu'elle ne serait jamais vraiment à moi tant que vous y vivriez. Et vous n'êtes pas sans abri. Vous avez l'héritage que grand-mère vous a laissé. Enfin, celui que vous avez préféré dépenser dans une voiture plutôt que dans un logement. Il s'est penché vers moi, sa voix basse et menaçante. On pourrait te poursuivre. Nous avons vécu là des années. Nous avons des droits. En réalité, vous n'en avez aucun, ai-je répondu calmement. J'ai consulté un avocat avant d'agir. Vous n'avez jamais payé de loyer, contribué aux charges, ni figuré sur l'acte de propriété. Mais libre à vous de gaspiller ce qu'il vous reste dans une procédure que vous ne pouvez pas gagner. Ma mère s'est mise à pleurer. Larmes qu'elle avait utilisées toute ma vie. Cette fois, je n'ai ressenti qu'une pitié distante. Qu'est-ce que tu veux de nous, Élodie ? A-t-elle sangloté. Des excuses ? Très bien, nous sommes désolés si tu as mal interprété. Si j'ai mal interprété ? Ai-je répété, incrédule. Ce ne sont pas des excuses. C'est encore de la manipulation. Et c'est précisément pour cela que j'ai pris cette décision. J'ai inspiré profondément avant de poursuivre. Ce que je veux est simple. Je veux que vous reconnaissiez vos actes. Pas seulement cette conversation, mais des années à me traiter comme un investissement censé rapporter. Je veux que vous compreniez que votre comportement a des conséquences. Et je veux que vous respectiez les limites que je fixe désormais. Et ces limites sont lesquelles ? A demandé mon père d'une voix glaciale. Aucune aide financière à l'avenir. Vous n'aurez pas mon adresse. Je communiquerai avec vous uniquement si et quand je le déciderai. Et si vous vous présentez à nouveau sur mon lieu de travail ou me harcelez de quelque façon que ce soit, j'engagerai des poursuites.
Donc c'est tout? Après tout ce qu'on a fait pour toi, tu nous coupes? A crié ma mère. Après tout ce que vous m'avez fait, ai-je corrigé. Et oui. Tant que vous ne montrerez ni remords sincères ni changement réel, c'est ainsi que les choses resteront. Mon père s'est levé brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. Petite ingrate. Ma mère a attrapé son bras. Plusieurs clients nous observaient désormais. Il s'est rassis, bouillonnant. Tu te crois supérieur maintenant, avec ta carrière et ton éducation de luxe? Tu n'aurais rien sans nous. Tu as raison, ai-je répondu, les surprenant tous les deux. Je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui sans vous. Je me suis interrompu un instant, les regardant droit dans les yeux. Mais ce n'est pas pour les raisons que tu crois. Chaque remarque sournoisement manipulatrice, chaque démonstration d'affection conditionnelle, chaque fois où vous m'avez donné l'impression de ne jamais être suffisante, tout cela m'a appris exactement quel genre de personne je refusais de devenir. Alors, d'une certaine manière, je devrais presque vous remercier. Les sanglots de ma mère s'étaient arrêtés net, remplacés par une expression figée, presque incrédule. Mon père, lui, avait l'air d'avoir reçu une gifle en pleine figure. Je me suis levé, attrapant mon sac et mon téléphone. Vos affaires sont dans un box de stockage. J'ai réglé 6 mois à l'avance. Toutes les informations ont été envoyées à votre hôtel à Paris, mais je peux vous renvoyer les détails par message si nécessaire. C'est tout, demanda ma mère d'une voix soudain très petite. C'est vraiment tout ce que tu as à nous dire? Je me suis arrêté un instant, les regardant tous les deux. Vraiment regarder. Peut-être pour la première fois. Plus comme les figures d'autorité écrasantes de mon enfance, ni comme les manipulateurs omniprésents de ma vie adulte, mais simplement comme deux personnes profondément imparfaites, incapables d'aimer sans condition. J'espère que vous trouverez la paix, ai-je fini par dire. J'espère que vous découvrirez ce qui vous pousse à traiter ainsi ceux qui vous aiment. Mais moi, je refuse d'être votre dommage collatéral. Je me suis éloigné sous le regard de dizaines de personnes, la tête plus droite que je ne l'avais été depuis des années. Une fois dehors, j'ai inspiré profondément l'air frais de l'automne. Quelque chose d'inattendu m'a envahi. Ce n'était ni de la colère, ni de la douleur, ni même un sentiment de victoire. C'était de la paix. 6 mois après cette confrontation au café, j'étais pleinement installé dans ma nouvelle vie. J'avais acheté une jolie maison de ville à Richmond, à environ 2 heures de mon ancien quartier, et j'avais demandé mon transfert dans l'agence locale de notre groupe. Ce changement de décor était exactement ce qu'il me fallait, suffisamment proche pour conserver mes relations professionnelles, mais assez éloigné pour repartir de zéro. Cette maison était véritablement mienne, d'une façon que celle de ma grand-mère n'avait jamais totalement réussi à être. Je l'avais décorée selon mes propres goûts, moderne, chaleureuse, ponctuée de touches de couleurs capables d'éclairer les journées les plus grises. Pas d'antiquité, pas d'héritage familiaux, rien qui traînait le poids du passé derrière soi. Sur le plan professionnel, je m'épanouissais. Ce nouveau départ avait ravivé ma passion pour l'immobilier, et je me sentais particulièrement attiré par l'accompagnement des primo-accédants. Il y avait quelque chose de profondément gratifiant à guider des personnes à travers l'un des achats les plus importants de leur vie, en m'assurant qu'elles comprenaient chaque clause, chaque engagement, chaque droit. Vous expliquez les choses différemment des autres agents, m'a confié un jeune couple après la signature de leur première maison. On sent que vous voulez vraiment qu'on comprenne, pas juste qu'on signe. Tout le monde mérite de savoir exactement dans quoi il s'engage, ai-je répondu, songeant à quel point ma propre histoire aurait pu être différente si j'avais reconnu plus tôt les mécanismes de manipulation. Mes séances avec la docteure Chloé se poursuivaient, même si nous étions passés à un rythme de 2 fois par mois. Le travail thérapeutique avait évolué, quittant la trahison récente pour explorer les schémas profonds qui avaient structuré ma relation avec mes parents pendant des décennies. Vous avez dit quelque chose d'intéressant lors de notre dernière séance, observa-t-elle un jour. Vous avez mentionné que vous ressentiez encore parfois de la culpabilité, comme si vous aviez réagi de façon excessive. J'aimerais qu'on creuse cela. Je me suis agité légèrement sur ma chaise.
Parfois, je me demande si j'aurais dû les confronter avant, leur laisser l'occasion de s'expliquer, au lieu d'agir aussi radicalement. Et selon vous, qu'aurait-il répondu, demanda-t-elle doucement. J'y ai réfléchi. Ils auraient nié. Ou dit que j'avais mal compris. Ou qu'ils étaient fatigués, stressés, qu'ils ne pensaient pas ce qu'ils disaient. Et est-ce que l'une de ces explications aurait changé la vérité de ce que vous avez entendu? Non, ai-je admis. Ça leur aurait simplement donné une nouvelle occasion de me manipuler. La docteure Chloé hocha la tête. Élodie, ce que vous avez vécu s'appelle de l'abus financier. C'est l'utilisation de l'argent et des ressources comme outil de contrôle et de domination. C'est particulièrement insidieux, parce que cela se dissimule souvent derrière des discours de famille, de devoir filial ou de protection parentale. Le terme m'a frappé comme un choc physique. Je n'avais jamais envisagé ma situation sous cet angle. Pourtant, dès qu'elle l'a formulé, tout s'est éclairé. Le projet de vous pousser à céder votre maison, la manière dont ils vous ont amené à financer leurs vacances, même la culpabilité qu'ils ont entretenue autour de l'héritage de votre grand-mère, ce sont toutes des formes d'abus financiers, poursuivit-elle. Et comme pour tout abus, la réponse appropriée est de se protéger. Ce que vous avez fait. Quelque chose s'est définitivement débloqué en moi ce jour-là. La dernière trace de culpabilité persistante s'est dissipée, remplacée par une clarté nouvelle. Après cette séance, j'ai commencé à me documenter sérieusement sur l'abus financier. J'ai été stupéfaite de constater à quel point il était répandu, surtout au sein des familles, et à quel point il existait peu de ressources pour aider les gens à l'identifier et à s'en libérer. Une idée a alors germé. Elle a pris de l'ampleur au fil de mes lectures et des témoignages que je découvrais en ligne. 2 semaines plus tard, je suis allé voir ma responsable avec une proposition claire. J'aimerais créer un atelier, lui ai-je expliqué. Un programme destiné aux primo-accédants, en particulier aux femmes, pour les aider à reconnaître et à prévenir la manipulation financière lors des décisions importantes. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai su que je transformais enfin mon histoire en quelque chose de constructif. Mon patron, Véronique, écouta attentivement alors que je lui exposais mon concept. Ce n'est pas seulement une question de transactions immobilières, conclus-je. Il s'agit de donner aux gens le pouvoir de prendre des décisions financières sans pression ni manipulation, qu'elles viennent de membres de la famille, de partenaires ou même de professionnels peu scrupuleux. Je pense que c'est brillant, dit Véronique en souriant. Et opportun. Nous avons tous vu des clients précipités dans des décisions qu'ils ont ensuite regrettées. Si nous pouvons nous positionner comme l'agence qui éduque vraiment et plaide pour l'autonomie financière, c'est un réel avantage sur le marché. Avec sa bénédiction, je me suis mise au travail pour développer le matériel de l'atelier. Ce qui avait commencé comme une simple présentation s'est rapidement transformé en un programme complet, couvrant tout, de la reconnaissance des tactiques de manipulation subtiles à l'établissement de limites financières saines. Je l'appelais « Construire des fondations, autonomie financière dans les décisions majeures de la vie ». Le premier atelier eut lieu un samedi matin. J'espérais peut-être une douzaine de participants. Plus de 30 personnes se présentèrent. La réponse fut écrasante. Des histoires se succédaient, parents oppressants dans des investissements inappropriés, partenaires sapant la confiance financière, amis manipulant pour obtenir des gains personnels. Chaque récit résonnait avec mon expérience, renforçant ma conviction que ce travail était essentiel. Après le 3e atelier, un magazine local pour femmes me contacta pour une interview. L'article, intitulé Liberté financière, la mission d'Élodie pour mettre fin à la manipulation, apporta encore plus d'attention sur ce problème. C'est grâce à ce réseau que je me reconnectais avec la sœur de ma grand-mère, tante Juliette, que je n'avais pas revue depuis les funérailles. Elle me raconta, après avoir lu l'article. Élodie, ta grand-mère serait tellement fière de ce que tu fais. Elisabeth a fait face à des luttes similaires avec ton père toute sa vie. Il a toujours attendu qu'on lui remette tout sur un plateau, tout comme son père avant lui. Je n'en avais aucune idée, avouai-je. Grand-mère ne parlait jamais vraiment de cela. Elle était discrète sur les affaires familiales, dit tante Juliette.
Mais elle voyait tellement d'elle-même en toi, indépendance, éthique de travail. C'est pourquoi elle t'a légué la maison au lieu de Rémi. Elle savait que tu l'utiliserais comme fondation, pas comme béquille. Ces mots faisaient écho à la lettre que j'avais trouvée en emballant mes affaires, confirmant ce que j'avais commencé à soupçonner. Ma grand-mère avait pris sa décision avec une clarté et une pleine conscience totale. « As-tu eu des contacts récents avec tes parents » demanda-t-elle prudemment. « Pas depuis notre confrontation » répondis-je. « J'ai reçu quelques emails, mais rien qui suggère qu'ils aient vraiment réfléchi à leur comportement ou pris leurs responsabilités. » Elle hocha tristement la tête. Rémi a toujours eu du mal avec la responsabilité, même enfant. Rien n'était jamais de sa faute. Je suis désolé, Élodie. Tu méritais de meilleurs parents. Je fais la paix avec ça, dis-je, surprise de constater combien c'était vrai. Je ne peux pas changer qui ils sont ni comment ils m'ont traité, mais je peux utiliser cette expérience pour aider les autres et construire une meilleure vie pour moi. Le premier anniversaire de la vente de la maison de ma grand-mère, j'avais pris un jour de congé pour me rendre au cimetière. J'apportai un bouquet de pivoine rose, ses fleurs préférées, et le plaçai auprès de sa pierre tombale. « Je pense que je comprends enfin ce que tu essayais de m'enseigner, » murmurai-je. Sur la valeur de soi, sur la nécessité de tenir debout seul et de reconnaître quand l'amour vient avec trop de conditions. J'aurais aimé avoir plus de temps avec elle, mais j'étais reconnaissante pour chaque leçon qu'elle m'avait donnée. En m'asseyant là, je réfléchis à combien ma vie avait changé en un an. La douleur et la trahison initiale s'étaient peu à peu transformées en quelque chose de différent. Pas tout à fait du pardon, mais de l'acceptation. Mes parents étaient qui ils étaient. Leur comportement reflétait leurs limites, pas ma valeur. Le vrai fardeau que j'avais porté n'était pas d'être leur fille, mais l'épuisante tentative d'obtenir un amour qui aurait dû être inconditionnel. En posant ce fardeau, j'avais trouvé une liberté que je n'avais jamais imaginée possible. Mon téléphone vibra avec un texto de Megan, « Toujours d'accord pour dîner ce soir ? Toute la bande est excitée de te voir. » Je souris et répondis affirmativement. La bande était un groupe d'amis que j'avais retrouvés ou rencontrés au cours de l'année passée, des gens qui m'acceptaient tel que j'étais, qui donnaient sans tenir de compte, qui soutenaient sans contrôler. C'était ça, la vraie famille. C'était ce que je méritais depuis le début. En rentrant chez moi, je repensais à la note laissée dans la maison vide, surprise. Un fardeau a fait cela. À l'époque, elle symbolisait l'amertume liée aux mots blessants de mon père. Un an plus tard, je la voyais différemment. Parfois, les fardeaux les plus lourds que nous portons sont les attentes que nous imposons à nous-mêmes, être suffisamment parfaite, suffisamment accommodante, suffisamment accomplie pour enfin mériter un amour qui aurait dû être notre droit de naissance. Déposer ce fardeau fut l'acte le plus libérateur de ma vie. Ce soir-là, entouré d'amis devenus ma famille choisie, je levai un verre en un toast silencieux à ma grand-mère, à mon parcours et à la femme que je devenais, sans fardeau, sans compromis, et enfin vraiment libre. Avez-vous déjà dû prendre une décision difficile pour vous protéger de ceux qui étaient supposés vous aimer? Parfois, les limites les plus difficiles à poser sont avec la famille. J'aimerais lire vos expériences et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si mon histoire a résonné avec vous, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est acceptable de prioriser leur propre bien-être. Merci d'avoir écouté mon voyage et souvenez-vous, vous méritez des relations qui vous élèvent ne vous pèsent pas.